Cherche des turbines ichtiocompatibles. Nous sommes très heureux de pouvoir l'accueillir ici aujourd'hui. Bonjour. J'aimerais remercier les personnes qui ont organisé ce colloque, qui m'ont invité à parler au sein de ce colloque et de pouvoir transmettre mes expériences. Je suis là pour vous dire vous avez juste besoin d'une turbine spécifique pour la dévalaison, vous êtes heureux, l'industrie est heureuse et on est dépourvu de notre métier. Mais malheureusement, je ne suis pas en mesure de dire cela, ce n'est pas aussi simple, mais on a quand même de certains progrès dans ce domaine des turbines ichtiocompatibles. Vous avez déjà vu certains points des techniques possibles avec des hauteurs de chute réduites, etc. Mais je vous en parlerai un peu plus en détail. On m'a prié de parler également des phénomènes de lésions, des mécanismes de blessure, ce qui arrive aux poissons lorsqu'ils passent les turbines, le taux de mortalité. Il y a des modèles théoriques, particulièrement en ce qui concerne les aubes, mais il y a aussi divers procédés in situ. Et puis le dessin, en quelque sorte, le modèle des turbines ichtiocompatibles, il y a certains aspects à prendre en considération. Et puis je vous présenterai mon bilan. Il y a un petit problème avec le microphone qu'on va régler de suite. Pour commencer, j'aimerais vous décrire les trois types de mortalité qui se présentent. Tout d'abord, la mortalité directe, c'est-à-dire le poisson passe par la turbine, il subit une lésion mortelle et meurt de suite. La mortalité indirecte, due à des lésions sublétales, une désorientation, le poisson est en mesure de traverser la turbine, a peut-être perdu des écailles, et pour cette raison, il est peut-être plus vulnérable et deviendra par là une proie facile pour des prédateurs ou encore pour des maladies. Ensuite, le troisième cas, c'est la mortalité décalée. Cela est surtout le cas pour les saumons et pour les jeunes saumons. Ils parviennent peut-être jusqu'à la fin du fleuve et peuvent même rentrer dans l'océan, mais à l'intérieur de la mer, ils meurent quand même, ce qui a à voir éventuellement avec ce qui leur est arrivé dans la turbine. Je parlerai surtout de la mortalité directe. Cela ne veut pas dire pour autant que les deux types de mortalité soient moins importantes, mais bien évidemment, lorsque nous parlons des turbines, le point le plus intéressant pour nous, c'est de voir que peut-on faire pour permettre aux poissons de passer sans lésion. Les deux autres aspects devront être laissés à des études ultérieures. Voilà les mécanismes de lésion. Ici, vous voyez une turbine typique. Les mécanismes, les dangers possibles sont décrits. Les forces de cisaillement, c'est-à-dire que la vitesse de l'eau peut changer. Deux vitesses se rencontrent. L'eau qui passe à travers d'une surface dure mène au cisaillement et peut blesser. Ensuite, vous avez la pression qui peut monter. Cela peut concerner surtout les poissons qui sont presque à la surface de l'eau. Parfois, ils restent bloqués entre deux parties. Parfois, le poisson se choque contre les aubes. Ensuite, vous avez le problème de la cavitation. Et bien évidemment, les diverses turbulences dans la partie inférieure, de manière à ce que les poissons sont jetés, sont basculés d'un côté à l'autre. Si vous prenez tous ces facteurs, selon le type de turbine, selon la taille de poisson, on peut dire que 5 à 30% des poissons qui passent les turbines sont tués. Parfois, ça peut varier de 2 à 3%. On a parfois des résultats
un peu plus favorables, mais parfois les taux de mortalité sont plus élevés. En règle générale, on peut dire que 50-30% des poissons meurent. Il y a deux mécanismes de lésions sur lesquels j'aimerais me concentrer. D'une part, il s'agit de la pression. Une pression qui décroît rapidement est dangereuse. Et puis le deuxième cas, lorsque les poissons se choquent contre les aubes. Cela ne signifie pas pour autant que les autres problèmes sont moins importants, mais ce sont quand même les problèmes essentiels, du moins dans le cas des États-Unis. On peut travailler sur le modèle de la turbine pour pallier ces effets. Il s'agit par exemple de la pression minimum recommandée. La vitesse des changements de pression sont également cruciaux, et puis le pouvoir, la capacité d'adaptation des poissons. Et cela a à voir avec l'espèce des poissons. Certains poissons ont des problèmes bien plus importants en ce qui concerne l'adaptation. Ils doivent agrandir leur bulle de nage pour pouvoir supporter les changements de pression. Grâce aux informations et aux tests qu'on a pu faire dans le nord-ouest des États-Unis, on a mené à bien quelques études dans le Pacific Northwest Lab. On a utilisé une chambre pour analyser le régime des pressions. C'est ce que vous pouvez voir ici à droite sur l'image. Vous voyez l'évolution de la pression en surface, ce qui peut permettre aux poissons d'arriver à une profondeur. Mais sur la voie, en passant par la turbine, la pression augmente. Il peut y avoir une pression subatmosphérique et après la pression monte de nouveau et elle est plus proche de la pression atmosphérique. Lorsque la pression minimum recommandée se trouve entre 7,5 ou 15 PSI et reste dans cette fourchette, on peut pallier ou on peut réduire la lésion due à la pression. Ici, vous voyez un problème, la pression minimum, c'est par exemple si vous avez 100 kPa qui sont considérés normaux et s'ils passent à 30 kPa, vous avez une proportion de 1 à 3. Vous voyez la probabilité de la mortalité en bas, sur la gauche et les changements de pression en bas. Si vous avez ces données de changement de pression, vous avez une mortalité accrue de 20% environ. Dans les turbines, il faut savoir que la pression n'est pas partout la même. C'est-à-dire que la probabilité que le poisson subit une pression minimum est de 100%. Poursuivons avec les lésions mécaniques. Par exemple, vous pourriez avoir le cas qu'un poisson reste bloqué entre les aubes, les pointes de l'aube, les aubes de guidage et les aubes entretoises. Ils sont, pour ainsi dire, broyés dans des passages très étroits entre des éléments fixes et des éléments en motion, comme par exemple la pointe de l'aube et les enveloppes des rotors. La plupart des fois, ils se choquent contre les aubes et il arrive ce que vous voyez ici sur l'image, surtout dans des projets avec une hauteur de chute peu élevée. La probabilité dépend du type et de la distance entre les aubes. Cela dépend également de la vitesse de rotation, de la vitesse du poisson par rapport à la vitesse de la turbine et bien sûr de la taille du poisson. Grâce à des études menées aux États-Unis, nous avons constaté qu'il y a peu de différence de taux de mortalité. Dans le cas des carpes, des poissons, des principaux poissons téléostes, là il y a peu de différence. Il y a deux espèces qui ne subissent pas les mêmes problèmes.
par exemple les poissons qui ne présentent pas d'écailles, comme par exemple les anguilles. Mais par contre, dû à sa longueur, à sa taille, l'anguille devrait présenter une mortalité plus élevée, mais nous pensons que c'est la morphologie de l'anguille qui lui permet, même lors d'une longueur de 3 à 4 pieds, peut survivre, peut passer la turbine et survivre en comparaison avec les poissons téléostes. On a mené des études, effectué des études qui ont démontré qu'on a un taux de survie de 90%, même si un poisson se choque contre les aubes selon la vitesse. La survie du poisson est influencée par la forme de l'aube, par le profil et l'épaisseur de l'aube, par la vitesse avec laquelle le poisson se choque contre l'aube. Par exemple, si le poisson est amené par l'eau, à ce moment-là, c'est la vitesse de l'eau qui est décisive et bien sûr la longueur du poisson. Je parlerai de ces études. Nous regardons souvent la proportion entre longueur du poisson et angle de l'aube. Dans notre institut de recherche, nous avons effectué quelques analyses. On avait ici une espèce d'aquarium. On avait anesthésié plusieurs poissons. On a utilisé des vidéos à haute vélocité pour pouvoir analyser les résultats. 6 longueurs diverses de poissons et 6 épaisseurs différentes et longueurs des aubes. Et on a étudié, on a essayé de savoir si l'angle de choc joue un certain rôle. Et bien sûr, on a examiné les poissons 70 heures après le choc. Le taux de survie total, là vous voyez la vitesse totale par seconde. Chaque symbole sur la ligne montre une certaine proportion entre longueur du poisson et angle. Ici, moins élevé, de 25. Le poisson a une longueur de 25 fois plus grande par rapport aux aubes. Ici, nous voyons que la survie est moins probable lorsque nous dépassons les 5 mètres par seconde. Le taux de survie va augmenter si la longueur de poisson se rapproche de l'épaisseur de l'aube. Et lorsqu'elle est égale, il n'y a presque pas de problème. 50 secondes est la vitesse d'une vieille turbine. J'y reviendrai dans quelques secondes. Mais là, nous avons des turbines conventionnelles. Ce sont des turbines conventionnelles que nous avons étudiées. Donc, c'est plutôt 50 à 25 mm par seconde. C'est souvent le cas des turbines que nous trouvons in situ. Ici, vous voyez les différences entre l'esturgeon et poisson téléoste. Vous avez la proportion LT, c'est-à-dire longueur-épaisseur. Là, il s'agit d'une truite et la vitesse de rencontre, de choc de 25 secondes. Là, vous avez le taux de survie qui baisse, mais dans le cas de l'esturgeon, dans le cas de vitesse comparable, le taux de survie est bien plus haut, malgré la proportion plus élevée de LT. C'est-à-dire que l'esturgeon se porte beaucoup mieux dans ces situations. Je vous montre quelques vidéos du test. Le poisson est placé dans ce bassin. L'aube va venir de la droite vers la gauche. Le poisson est anesthésié. Après le choc, il est libéré. Vous voyez les câbles. Vous allez voir l'aube, 12 mètres par seconde. C'est très rapide, hein? Ce poisson a survécu, mais il avait probablement des maux de tête après. Voilà une vidéo de haute vitesse. On peut le voir
au ralenti. Et vous allez voir, avant le choc, le poisson commence à bouger à cause de la pression devant l'aube. Et cela le détourne un tout petit peu. Et ça, c'est important par rapport au profil. Le profil semi-courbé est beaucoup mieux par rapport aux conditions de pression devant l'aube. Donc, on a des connaissances un peu plus amples sur la mortalité. Ici, un modèle pour calculer la probabilité et la mortalité. Nous y travaillons depuis plusieurs années. Il y a des versions différentes. Il s'agit de la probabilité qu'un poisson d'une certaine longueur se trouve entre deux aubes et le temps de passer cet espace entre les deux aubes. Voilà une explication concernant la formule. Pour pouvoir évaluer le taux de survie des turbines, nous l'appelons K. La probabilité de choc, les taux de mortalité peuvent être utilisés pour la longueur du poisson, pour la vitesse, selon la turbine de laquelle il s'agit. Nous l'utilisons pour beaucoup de projets aux États-Unis, mais également en Estonie. Et je connais des collègues qui ont utilisé des procédés semblables. Ceux qui considèrent les mesures concrètes, les possibilités de mesurer, d'avoir des données sur place, on utilise souvent des filets, plus tellement dans les temps récents. Je crois qu'il y a une certaine déformation qui peut avoir lieu, également des blessures, des lésions, mortalité. Le procédé télémétrique est beaucoup mieux. Des procédés télémétriques qui ont été mis au point ces dernières années, qui fonctionnent très bien, et on peut, grâce à cela, aboutir à des chiffres de la mortalité directe et indirecte. Ça nous permet de savoir combien de poissons passent vraiment à travers ce système. On l'a utilisé aux États-Unis et également en Europe pour évaluer le taux de survie. Nous utilisons ce que nous appelons les tags acoustiques. Là, les tags à ballon. Les ballons vont être insufflés avec l'air une fois que le poisson a passé la turbine. Après, il y a également un émetteur par onde et on peut vraiment poursuivre le poisson, détecter l'endroit exact où il se trouve et le repêcher. C'est un système qui a été mis au point par Paul Heisey. Il y a des taux élevés de repêche, plus de 95%. On peut évaluer très bien le taux de poisson qui a survécu. Cela nous permet de les examiner, des résultats statistiques très exacts. Mais il y a toutefois certaines déformations parce que les poissons ont été amenés à la surface de l'eau. Ensuite, il y a quelques poissons qui présentent des lésions dues à la pression, qui ont souffert de barotraumatisme, et c'est également un problème à tenir en compte. J'en viens à la dernière partie. Quand est-ce qu'une turbine peut être considérée comme ictiocompatible ? Alors, un nombre peu élevé de pales, plus d'espace entre les pales, les lames, ce qui est le passage plus facile pour le poisson. Et bien sûr, si le diamètre est plus grand. Ensuite, une vitesse de rotation moins élevée, ça peut aider également le poisson. Ensuite, vous avez aussi une vitesse amoindrie d'un choc possible. Ensuite, une hauteur de chute peu élevée. Cela réduit également le risque de lésion. Ensuite, une pression minimale élevée, parce que si cette pression minimale est maintenue à un grade élevé, presque à niveau égal que la pression de l'air, il ne faut pas se faire de soucis pour le poisson. Ensuite, une hydraulique
optimisé. C'est valable aussi bien pour les zones qui sont en dessus qu'en dessous de la turbine pour que les poissons puissent passer facilement. Et bien sûr, le bon fonctionnement de l'installation entière. Cela permet également d'assurer les bonnes conditions pour les poissons. Nous avons beaucoup de turbines. Il existe effectivement des turbines ichtio-compatibles, par exemple la turbine de Kaplan, avec un grand diamètre, avec une vitesse lente de rotation. Là, le taux de survie peut être à 90%. Mais il y a des améliorations possibles qu'on peut réaliser. Par exemple, ce que vous voyez sur la droite en haut, Minimum Gap Runner, qui a été soutenu par le ministère de l'Énergie aux États-Unis. Là, si nous prenons une turbine standard Kaplan sur la gauche, vous voyez que, en ce qui concerne l'aube, il y a certains espaces, certaines distances, un peu de jeu, et il faut veiller à ce que ce jeu soit réduit pour améliorer l'ouverture pour le poisson. Ensuite, on a deux endroits où les turbines MGR ont déjà été installées, à Bonneville et à Wanapum Dam. Et là, on a constaté que le taux de survie est très élevé, plus que pour les turbines Kaplan existantes. Parfois, on a même atteint un taux de 97%. Donc, le taux de survie a pu être amélioré, mais l'efficacité et même l'efficacité de l'opération de la turbine avait été améliorée, de manière que les deux côtés pouvaient profiter. Dans le cas de la barrière de Wanapum, cela a également été installé avec grand succès. Taux de survie de 97%, mais les turbines qui existaient avant avaient un taux de survie de 97,5%. Du point de vue statistique, peu de différence, mais elles généraient jusqu'à 11% plus d'énergie, ce qui est intéressant. Et la raison pourquoi ces chiffres étaient presque égaux, c'était que l'installation existante avait 5 pales et la nouvelle installation avait 6 pales, aussi 6 aubes. Encore quelques mots concernant la turbine Halden, vous la connaissez peut-être assez bien. Elle a également été mise au point dans le cadre du même programme du ministère de l'Environnement. Cette turbine est disponible sur le marché, mais elle n'a pas encore été installée. Donc, je ne peux vous présenter que les résultats du laboratoire. Nous cherchons quelqu'un qui serait prêt à installer une telle turbine. Est-ce qu'il y a des volontaires? Le dessin de la turbine a été mise au point de manière à respecter la biologie. Ce sont des aubes trois fois triple spiralées. Il y a peu d'obstacles, donc pour assurer une structure ichtio-compatible, il y a un disque de recouvrement, il n'y a pas de jeu entre les pales, l'hydraulique est très bonne, cela a été mis au point par des modèles d'ordinateur pour réduire les forces de cisaillement et il y a une pression minimale élevée de manière à ce que nous puissions réduire les lésions. Le prototype devait avoir une hauteur de chute entre 6 à 35 mètres dans le cas idéal et une vitesse de 75 mètres par seconde. Nous avons mené à bien une étude pilote avec un diamètre de 1,2 mètre. Nous avons une hauteur de chute de 12 à 24 mètres. Nous l'avons simulé. Nous avions entre 240 et 345 rotations par minute. Nous avons travaillé avec des aubes de guidage et sans aubes de guidage. Nous avons discerné 6 points d'efficacité optimale et on a travaillé avec des dimensionnements différents. On a 40 000 poissons qui étaient concernés et 20 000 poissons dans un groupe de contrôle. On les a testés. Les poissons sont entrés par la turbine. Le groupe de contrôle a également été entré ici. On les a collectés
dans un bassin. On les a retenus dans un bassin pour évaluer également une possible mortalité subséquente. Voilà un graphisme des résultats. Ici, vous voyez la survie immédiate et la survie subséquente. Vous voyez que sous de certaines conditions, la mortalité monte. Là, vous avez 12 mètres de hauteur de chute. Et là, ce sont 26 mètres de hauteur de chute. Donc, avec une vitesse de rotation croissante, la mortalité augmente. Voilà la truite arc-en-ciel. On a également eu des harengs, des barbeaux, l'esturgeon et encore d'autres espèces avec une hauteur de chute réduite. L'esturgeon pouvait survivre à une hauteur plus élevée statistiquement par rapport à d'autres espèces et cela démontre qu'il s'agit là d'une turbine effectivement très ichtiocompatible. Mais après, il y a eu d'autres études avec des anguilles qui ne sont pas représentées dans ce graphisme. Ils ont survécu à 100%, ce qui a été une grande surprise pour nous et on a été très heureux de ce résultat. J'aimerais encore une fois vous montrer deux vidéos. À gauche, en temps réel, des poissons qui passent de la gauche vers la droite. Vous voyez l'aube qui tourne, une truite arc-en-ciel, 12 mètres de hauteur de chute. Tenez en compte que le taux de survie était de 95% et plus. J'ai baissé le volume pour que vous n'entendiez pas les cris des poissons. Après un film de grande vitesse, si vous voyez encore une fois les poissons et la vitesse des pales, des aubes, les poissons réussissent à se faufiler à travers les aubes. Un poisson a été touché, mais plus de 90% réussissent à traverser ces turbines et survivre avec 250 rotations. Ici, vous voyez les différentes espèces de poissons. On a donc 4 mètres de diamètre, 110 rotations par minute. On les a étudiées et on a supposé que le taux de survie serait à 98 à 100%. Et cela a été démontré. Pour ce qui est de l'esturgeon, on s'attendait à ce que le taux de survie serait également 98 à 100%. Ici, vous voyez les estimations concernant un endroit, un site des États-Unis. Il y avait surtout des harengs, mais également quelques anguilles. 28 mètres de hauteur de chute, vitesse de 43 cm par seconde, le diamètre 4 mètres, la vitesse de 120 rotations par minute. Plus de 90% des poissons ont pu passer les turbines. Sont plus grands que 200 mm. J'ai plus beaucoup de slides. Je vais vous montrer plusieurs techniques qui, en partie, vous ont déjà été exposées. Par exemple, la vis Archimède, ensuite la turbine Gold Green avec une hauteur de chute peu élevée qui a été mise au point par des Canadiens, mais qui n'a pas encore été installée. Et pour ces turbines-là, vous avez un taux de survie de 95 à 100% pour les salmonidés et les anguilles, donc des taux très élevés. Ensuite, la turbine Nyhouse, qui a également été mentionnée. Là, vous avez moins de 6 mètres de hauteur de chute, 3 pales ou 3 aubes, une vitesse variable, et selon l'installation de 60 à 90 rotations par minute. Et là, on a pu constater que 100% des anguilles survivaient. Le dernier point, c'est une nouvelle turbine qui a été mise au point pour le Ice Harbor Dam, un grand ouvrage
du corps d'ingénierie de l'armée des États-Unis. On a prévu d'installer une nouvelle turbine, toujours une turbine Kaplan, mais qui serait plus ichtiocompatible. Et la production d'énergie ne jouait qu'un rôle négligeable. C'est le Snake River, vous trouvez une population importante de salmonidés. Il s'agissait également d'assurer la dévalaison, car là, certains salmonidés sont considérés comme des espèces en danger d'extinction. 2 autorités ont coopéré et il s'agissait de mettre au point des aubes, 2 ajustables et une aube fixe pour remplacer les turbines de Kaplan. La pression minimale est de 12 PSI, donc c'est-à-dire un peu plus de 12 kilopascales. Ce modèle a été examiné avec plusieurs analyses. L'aube est actuellement corrigée encore une fois pour l'adapter de manière idéale au rotor et également le passage pour s'assurer que les problèmes biologiques peuvent être résolus. Pour résumer, les barotraumatismes et les lésions dues au choc contre les aubes sont souvent la source primaire de lésions lorsque les poissons passent les turbines. Moins de 15 mètres de hauteur de chute est une bonne hauteur de chute. Il y a toute une série de modèles théoriques qui peuvent être utilisés pour analyser des types divers de turbines. On a travaillé avec des anguilles et nous travaillons à collecter des données plus importantes pour pouvoir analyser les tests in situ. Les techniques télémétriques et le marquage au ballon sont des méthodes très efficaces pour analyser la survie sur place. Et je crois qu'il y a de bons développements pour des turbines plus ichtiocompatibles. Certaines choses peuvent être appliquées, par exemple la hauteur de chute moins élevée. Mais bien sûr, on peut également améliorer les turbines de Kaplan. Je vous remercie.